voudrais vous parler d'Allo Garant. Vous êtes propriétaire, vous avez un bien et vous voulez faire un geste patriote. Mettez votre bien sur Allo Garant pour permettre à des étudiants marocains qui arrivent en France de pouvoir se loger. Ce serait super cool de faire ça. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on est dans ce super studio de podcast et je les remercie énormément. Comment ça va? Bien et toi? T'as l'air d'être un peu impressionné par le setup. Hyper impressionné. Je m'attendais pas à ça. je m'attendais à une petite salle. On se rend pas du tout compte de l'extérieur, mais c'est délirant, c'est énorme. Les gens se rendent pas compte, je pense, quand ils voient que cette salle-là, mais ils se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière et de tout le bâtiment, comment il est, c'est assez ouf. Il y a un énorme setup. En plus, même avec la Creators Economy aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir avoir des lieux qui sont bien. Mais tu sais que quand tu m'as dit, j'ai un studio à Paris, à Casa, donc on fait comme tu veux. Moi, je me suis dit, oh, putain, il est bien le mec. Là. Son business, il est bon business, tu vois, florissant. Le mec, il vient de commencer. Et je te jure, je suis hyper impressionné. Bah, c'est cool. En tout cas, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Tomorrowco. Aujourd'hui, je suis avec Eb Oularaki, qui est le fondateur de Monk. Il en parlera mieux que moi, mais je suis juste super content parce que Monk, c'est une de ces belles success stories faites par des Marocains que j'ai envie de partager sur ce podcast. Et je pense que là où on se retrouve, c'est qu'on partage cette même envie pour la liberté qu'apporte l'entrepreneuriat. On en parlait il y a 2 jours, on a pris un café pendant 2 heures. Ouais, et déjà, merci de m'inviter. C'est cool ce que tu fais. Je pense que c'est super de donner la voix aux différents entrepreneurs, chercheurs, VC qui réussissent plus ou moins dans la tech et autres. Et au final, c'est ça qui fait que ça crée des petits, tu vois. C'est aspirer à quelque chose. Tu sais que ça existe, quelqu'un l'a fait, il n'est pas si différent que toi. Il l'a fait, donc pourquoi pas. Et là, on a cette première génération de Marocains qui l'a fait, Exactement. parce que la diaspora marocaine qui était en France, qui a fait des choses, aujourd'hui, on commence à enfin voir les premiers beaux succès. Donc, Ouais, et c'est la première génération, et je pense que c'est que le début, forcément, c'est que le début. Et la première limite à l'entrepreneuriat et au grand succès, c'est juste que ça se fasse une fois, et derrière que les gens se disent, bon, en fait, c'est aussi pour moi, et que les gens sachent que c'est possible, tu vois. Ce qui fait qu'aux US, ça a accéléré bien plus tôt qu'ailleurs dans le monde, c'est que ça a marché, ça a réussi, et puis les gens voient ça comme une alternative, comme une vraie option. Alors que si tu ne sais pas que ça existe, tu peux pas le faire. Mais toi, pour le coup, ça n'a jamais été une option. Autre chose que ça n'a jamais été une option. Pourquoi? Je sais pas comment. Plein de choses. Déjà, on en a parlé en plus, tu vois. Mais je pense qu'il y a un côté éducation. Mes parents, tous les deux, ils avaient des métiers libéraux. Mon père était médecin. Ma mère, elle avait des petits business. Et depuis qu'on est petit, ils n'arrêtent pas de nous faire chier sur ça, tu vois. Et quand j'ai dit à mes parents, moi, j'ai fait prépa, grande école, truc classique. Et c'était bien, tu vois. Genre, j'avais des résultats pas mal. Et mes parents, leur crainte, c'était, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Alors que tu as fait des super études. Tu vois, ils me disent, mais Ouldi, tu vas faire quoi après? Et tu vas être salarié? Tu vas travailler dans un grand groupe? Tu vas faire quoi? Et pour mes parents, ils n'avaient pas forcément la vision start-up, etc. Mais la liberté... C'est notre époque, c'est notre génération. C'est notre génération, c'est un autre mindset. Mais la liberté que procurait pour eux d'être son propre patron et de choisir finalement le rythme de vie que tu vas avoir. Est-ce que tu vas avoir un rythme de vie effréné, travailler comme un ouf, ou finalement ralentir un peu, ne pas avoir à rendre de compte, etc. C'était pour moi un truc clé. Et du coup, si tu veux, moi, ça n'a jamais été... Moi, ma hantise, tu vois, et je vais te parler de manière hyper transparente, ma hantise, c'était le salariat. C'était me retrouver dans un bureau et faire un travail et faire ce qu'on me dit de faire. Alors que, tu vois, j'ai eu la chance de faire quelques stages cool. Ouais, t'as bossé en capital risque. J'ai fait du VC et ça m'a beaucoup appris. J'ai eu des boss et des mentors magnifiques. Ils m'ont beaucoup appris. Mais en sortant de ces expériences-là, vraiment, vraiment mon rêve, c'était juste de monter ma boîte, tu vois. Et avec toutes les expériences, etc., moi, je me disais, j'ai pas le choix. Vraiment, genre, je me disais, il faut que je fasse tout pour réussir ma boîte, juste pour pas être salarié. Et c'est comme ça, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas rationaliser ce point-là. Il y a une notion de liberté, je pense, qui est fondamentale, où je pense que c'est assez dur de l'avoir ailleurs. C'est possible, c'est pas impossible, il y a des setups dans lesquels ça peut marcher. En tout cas, pour moi, ma liberté, il y a rien de plus important que ma liberté. Et je trouvais cette liberté-là que dans l'entrepreneuriat. Et toi, tu as commencé, du coup, tu étais à Polytechnique. Ouais, en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup,
j'étais à Berkeley quand j'ai vraiment commencé à penser à ça. Quand j'ai vraiment réfléchi à ça. Et en fait, c'est à Berkeley que j'ai eu le déclic de, en Ouais. fait, c'est possible. Dans la Silicon Valley, à San Et Francisco. j'ai toujours eu cette idée de, je vais monter un jour ma boîte. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Ensuite, la vérité, c'est que tu peux réellement penser à le faire quand tu es marocain en France, réellement faire quand... la vérité, tu vois. Sans On retombe toujours sur cette tu histoire de vois, passeport. Hein. sans la nationalité, tu montes pas ta boîte. Peut-être aujourd'hui, mais à l'époque, en 2017-2018, tu montes pas ta boîte sans la nationalité. Parce que c'est trop galère. Je voyais des gens qui avaient essayé en étant étrangers. Tu arrives à la préfecture, tu leur montres un bilan hyper négatif. Ils vont te dire, bah, du coup, il y a un problème dans ta boîte, etc. Et du coup, c'était un vrai sujet, les papiers. L'X, ils te permettent d'avoir les papiers, enfin, ils te permettent d'accélérer la procédure. Donc, de pouvoir monter ta boîte, tu vois. Donc, tu étais déjà français J'étais, pendant tes bah, au études. moment, exactement, à la fin de mes études, je savais que j'allais être français à la fin de mes études. Et donc, c'est un vrai point qui unlock cette possibilité-là, tu vois. Alors que j'ai plein de potes qui ont attendu, du coup, d'être français. Et donc, c'était c'était dans un autre moment de leur Aujourd'hui, il y vie. a une nouvelle technique. Les gens se mettent salariés Oui, de leur boîte. c'est ça. Maintenant, c'est plus avancé. Tu vois, en 2018, ça fait pas très longtemps, mais il n'y avait pas ça. Il y avait pas. La vérité, les mecs, tu voyais marocains monter leur boîte à la sortie d'école, soit ils étaient un peu suicidaires, tu vois, soit ils avaient Félix. Ouais, ils Mais pouvaient laisser passer le euh, fait d'avoir le passeport. et le problème, c'est même pas laisser passer le passeport. Ça, c'est en soi, c'est une décision, tu vois. C'est de pouvoir travailler. Moi, j'avais une pote, elle avait monté une boîte en étant marocaine en France. Et c'était une galère administrative. En plus de toutes les galères que tu vas avoir dans ta startup, admin, etc., on te donne ce truc-là personnel. Et voilà. Donc, effectivement, ce truc-là, c'était un des points qui m'a ouvert cette possibilité-là. Et surtout, quand tu es à Berkeley, il y a un truc de malade. C'est que monter une boîte, c'est pas genre. T'es pas un malade, tu vois. Ouais. C'est normal. Que t'aies 18 ans, 60 ans, 40, 30, ce que tu veux, c'est pas un enjeu. C'est admis pour le C'est commun des admis. mortels. Chacun a sa valeur ajoutée, ses bénéfices. Avoir 18 ans, ça offre certains bénéfices. Avoir 60, ça offre d'autres bénéfices. C'est pas un enjeu. Tout le monde parle le même langage, c'est-à-dire qu'il y a un vrai langage startup. Il y a un playbook commun. Tu parles à un gamin de 18 ans, il te raconte, il devrait marcher, go to market, truc. Le mec, il est vicié à Tu 18 vois, ans. et il t'explique par rapport à son marché, la chaîne de valeur, et en fait, ils sont biberonnés à ça, et tu te rends compte que ben, le meilleur moment de monter une boîte, c'est aujourd'hui. Et ce mindset-là, qui va être à Berkeley, à Stanford, et dans notre gros écosystème tech, ben c'est ça qui crée cette envie-là, parce que tu te rends compte que finalement, la tech n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui, et donc que ta connaissance sur la tech par rapport au reste du marché peut être hyper intéressante. Et donc, c'est une bonne opportunité de marché d'aller. Je pense réellement que les opportunités qu'on a depuis 10 ans, qui vont encore perdurer un petit peu, c'est des opportunités du siècle, tu vois. Avoir accès à ces nouvelles technologies, allez, moi à l'époque, j'avais quoi, 25 ans, 26 ans. Je suis pas sûr que quelqu'un qui avait 40 ans en sachait beaucoup plus que moi sur la techno. Et le cœur de métier, ça va être la techno. Donc, qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'aller monter une boîte pour aller dans ces secteurs-là? Tes propres barrières mentales. Ouais, c'est que tes propres barrières mentales. T'as aucune raison de pas le faire. Après, il y a une question aussi de maturité business, de maturité personnelle, d'envie. Mais réalistiquement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'empêche de le faire? Et je vais te dire, on revient au point initial. Moi, ce qui fait que je me suis dit que je pouvais le faire, j'étais à Berkeley, du coup, je voyais T'étais à Berkeley en échange avec en dernier accès, Polytechnique. ouais, Alix, il te dit, bon, tu peux faire un truc. Et moi, je suis allé 6 mois là-bas. Parce que j'avais jamais l'ambition de rester aux US. Pour plein de raisons. Mais je me disais pas, je veux aller vivre là-bas. Je me disais, bon, je veux aller Au moins voir ce qui se passe. voir ce qui se passe. Donc, j'ai passé 6 mois là-bas. Et pendant les 6 mois, tu vois des gamins, mais exceptionnels, tu vois. Et pas exceptionnels sur leur capacité à être sûr de ce qu'ils font, à vouloir le faire. Et on revient au même point. Quand tu vois ça, mais t'as quoi de moins que... Hmm. Et pareil, du coup, je reviens à Lix et on a une tonne de start-upers qui reviennent nous voir en sortie d'école, qui ont monté des boîtes, qui ont aujourd'hui cartonne, tu vois, les chiffres technologies, Ouais. cardiologues, etc. Tu les as tous vus passer au début. Ils viennent nous voir et c'est beaucoup parce que, bon, à Polytechnique, tu as un mec qui s'appelle Bruno Martino. Il est inconnu, enfin inconnu, il veut pas être connu, etc. Mais ce mec-là, il a tellement fait C'est pour le pape. Ben, et les gens ne le diront pas parce que truc, c'est marrant, il se prend pas hyper au sérieux, etc.
c'est un des premiers mecs en France à avoir rationalisé l'éducation académique de l'entrepreneuriat. Et c'est hyper dur, parce que ça a toujours été vu comme un peu quelque chose d'abstrait, tu sais, sur la marche. Alors qu'en fait, ça se rationalise. C'est le sujet d'entrepreneuriat se rationalise. C'est pas j'ai une idée, j'y vais. Non, non, Il y ça a se des rationalise. playbooks. Il y a un playbook. Parle-moi le même langage, tu vois. Et ensuite, on voit. À partir de là, on peut innover, on peut faire des trucs, mais il faut savoir parler le même langage. Et Bruno Martino était un des premiers à faire ça en France. Maintenant, ça c'est un peu plus commoditisé, les gens le font, etc. Mais du coup, il arrivait à créer cet écosystème-là, même très local. Et donc, ben, au bout de quelques temps, les entrepreneurs revenaient, nous montraient ce qu'ils avaient fait. Et le playbook, vraiment, était simple. C'était des gamins qui sortaient d'école, Ouais. qui étaient motivés, qui allaient chercher un marché, qui faisaient rencontrer un marché et une technologie, et qui parfois réussissaient, parfois ratés. C'est très bien. Parce que toi, avant de monter Monk, tu as monté une première boîte. Ça, c'est... Tu as passé par la case fail. mais énorme fail. Et hyper dur. Vraiment dur. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme tout gamin de 25 ans, tu vois, t'es pas gamin, mais t'es pas non plus... T'as pas la seniorité qu'il faut pour avoir beaucoup de recul sur ce que tu es en train de faire. Je monte une première boîte, mais qui est très naïve. Très... C'était quoi le sujet? T'as même pas envie d'en Non, parler. je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent, mais attends, c'est une bonne idée. Et je monte quoi? Je monte une sorte de... Bon, du coup, 2018, on est sur des Revolut, N26, etc. en Europe qui cartonnent, Néobank. Néobank et autres. Et je me dis, bon, intéressant. Pourquoi pas appliquer ces nouveaux usages-là au marché plutôt émergent, donc typiquement Maroc, Tunisie, tous les pays un peu émergents où il y a un sujet de bancarisation. Et je commence... Et le pitch, c'est pas mal, tu vois. Le pitch, c'est pas mal. Je commence à tâter un peu le terrain. Je vois quelques banques qui me disent, bon, ben, why not? Si tu arrives à nous bancariser quelques personnes, nous, on les récupère ensuite. Et du coup, je crée une sorte de petit MVP. J'arrive à avoir, je sais pas, une centaine ou milliers de personnes sur une waiting list, etc. Sauf que je sens pas le truc. Ouais. Il y a un truc qui cloche. J'arrive pas. Et vraiment, c'est le truc qui m'obsède et qui m'obsède toujours, en fait, aujourd'hui. C'est pourquoi ce projet-là devait voir le jour aujourd'hui et pas hier et pas demain. Et ce truc-là, De timing. le truc-là de timing, et c'est peut-être trop, mais ça m'obsède. Et essayer de comprendre. Je considère que, globalement, personne n'est plus intelligent qu'un autre. Et si tu te lances sur un projet à un moment donné, c'est que il y a un timing qui est intéressant. Et donc, normalement, il faut comprendre pourquoi ce timing-là est intéressant. Et moi, je commence, du coup, la boîte qui s'appelle Seft à l'époque, et mes premiers business angels s'en souviennent. Et je Faire comprends- banquier aussi. Ouais, et je comprends pas. Ouais, c'est ça, tu vois. Et je comprends pas pourquoi ce truc-là marche pas. Tu vois. Pourquoi non, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça n'a pas vu le jour avant. Et du coup, je creuse un peu et je vois qu'en fait, il y a des boîtes qui ont levé 2, 3, 4 millions d'euros 2, 3 ans avant moi. Il y avait toujours rien. Hmm. Il y avait toujours rien. Bah, des problèmes réglementaires, des problèmes de concurrence, d'acquisition marché, d'acquisition client, etc. Et puis je me rends compte d'un truc qui est hyper con aussi. C'est qu'en plus du timing, ce qui compte pour un bon projet, c'est l'adéquation entre timing, marché, etc. et les fondateurs. Le sujet sur ce projet-là, de Revolut, pour les pays émergents, c'est quoi les grands trucs qui vont faire que tu vas gagner ce marché? C'est être très fort sur du marketing, sur du produit. La vérité, je le suis pas, tu vois. Ouais. Je suis pas un mec... T'es un tech. je suis pas j'ai pas la finesse d'un super produit bien léché, etc. Je sais reconnaître, je sais aider, mais c'est pas mon ADN, tu vois. J'ai pas le côté marketing. Pareil, ingénieur, pragmatique. J'ai pas ce côté-là un peu, tu vois, bouche à oreille. Je le sens pas. Et t'as un côté réglementaire. Bah, j'en ai aucune idée, moi. Je déteste la paperasse. Qu'est-ce que j'ai, tu vois? Et en même temps, t'as un petit truc, un peu banque, un peu tech. Et je me rends compte que là où je suis très fort, tu vois, en étant humble, etc., mais là Ouais. où j'arrive T'as le droit. Hein. à surperformer sur mon petit marché, c'est aller signer des gros deals avec les banques, c'est ajouter de la tech dans ce produit-là pour être différenciant. Et c'est des trucs, la timing, où je vois pas de marché. En fait, je vois pas le marché. Je le vois pas. Je me dis, je vois pas c'est quoi le chemin pour y arriver. Et en même temps,
le manque d'adéquation par rapport à moi où j'en suis fait que j'arrête. Et ce qui est dur, c'est que T'étais tout seul ou t'avais un autre cofondateur? j'avais un cofondateur et un autre plutôt associé banquier qui nous aidait. Euh, et, et ce qui est vraiment dur, c'est que là, ça faisait quoi? Un an et demi que je bossais sur ce truc-là, sur ce projet. J'arrive à sécuriser 800 000 euros de levée. J'ai 26 ans. Bon, t'apprends l'exercice de la levée de fonds quand même. Oui, j'apprends l'exercice de la levée de fonds, qui est difficile. Après, l'exercice de la levée de fonds, c'est toujours un moyen d'un bon projet. Tu vois. C'est un bon projet, c'est un projet bien. Tu arrives normalement à aller. C'est pas rocket science non plus. Parce que tu arrives à faire. Tu arrives à convaincre, à pitcher, à montrer la plus-value. Il y avait. Théoriquement, ce projet-là était bien. Mais la preuve, c'est que là, on est en 2025. J'ai pas vu d'N26 aurait On est voulu. déjà en 2025. Ouais, tu vois. C'est ouf. Et c'était en 2018. Et 7 ans après, est-ce que t'as... J'ai pas vu. Ouais, c'est un play qui est global, t'as pas besoin d'avoir... Et du coup, bon, ben, j'arrête. Et c'est hyper dur. Vraiment, c'est... C'est 1 an et demi de ta vie, quand même. Ouais, 1 an et surtout, qu'est-ce que tu fais après? Et ça fait 1 an et demi. Tes parents, ils sont supportifs. Tu vois, ils t'aident, ils te... Moralement, financièrement. Financièrement, moralement. Moi, j'avais la chance, pareil, Bruno Martino, très cool. Il voit que je suis dans un moment complexe. Et il me dit, tu sais quoi? Pendant que tu montes ta boîte, viens, sois mon prof assistant à Alix. Ah, c'est cool, ça. C'est hyper cool, parce que moi, ça me permet de me déconnecter, d'avoir un petit complément de revenu et de rester proche du côté que j'adorais, qui était très académique. L'IA, ça s'accélérait beaucoup, etc. L'intelligence artificielle, c'était vraiment un moment charnière de ces sujets. Donc, ça permet de rester très proche de plein de sujets académiques. Et donc, si tu veux, ça faisait 1 an et demi où j'étais à fond, et tu t'arrêtes, et tu fais quoi? Et tu as 26 ans, tu as tous tes meilleurs potes, tout le monde qui commence à dire, bon, bah, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Et tu es tenté d'aller prendre un taf. Ouais, tenté, parce qu'en vrai, avec ton parcours, tu peux aller sonner à la porte de Palantir, tu peux aller sonner à la porte de qui j'ai tu eu des veux. entretiens avec Palantir, j'ai eu et c'est cool. Mais je te dis, au fond, c'était mon cauchemar. mais je le dis, et Le c'est pas... badge. Et tu vois, je nuance. Cauchemar, dans le cas. Il y a pire. Tu vois... mais bon, c'est une question de personnalité. Mais moi, personnellement, mec, genre, vraiment, c'était... Et mes parents, hyper supportifs. Mon père commence à... Mais vraiment hyper... il me dit, bon, le choix que tu feras sera le bon, mais des fois, il faut savoir décider, il faut savoir prendre son risque. Soit tu montes ta boîte et tu vas à fond, mais arrête avec... Tu sais, j'arrêtais pas de lui dire, non mais t'inquiète, j'ai un problème de riche. Non, il me dit, problème de riche ou pas, fais quelque chose. T'as 26 ans, prends-toi en main. En plus, tu vas avoir la bénédiction de tes parents dans ce que tu fais. Et tu vois, on reviendra sur ça après, mais il y a plein d'histoires sur Monk où ça s'est joué à 1 journée, 2 journées. Et on peut dire c'est de la chance que tu veux, blabla. Comme il a dit Gad Mellah, tu vois, c'est d'être Waldin. Mais c'est vrai, j'ai fait une conf à Alix dernièrement et je racontais l'histoire. Je leur dis, putain, c'est ouf. On a vendu à ce moment-là et juste après. Et, ah putain, mais il y a beaucoup de chance. Et je dis, vous appelez ça la chance. Nous, on dit ça bénédiction des parents, tu vois. Toi, appelle ça comme tu veux, tu vois. et c'est vrai. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là. Date le Waldin. Vraiment, c'est un. Tu sais, tant que tu as ça dans ta tête, comme, tu vois, c'est une immunité. Et c'est, je pense, un vrai truc que tu peux même pas expliquer. Tu vois, c'est comme ça, tu vois. Date le Waldin, tant que tu as la bénédiction de tes parents, ça avance, tu vois. Et donc, voilà, mes parents sont très, très sportifs, mes amis, ma future femme, du coup. Et bon, il faut quand même faire quelque chose. J'ai une chance de ouf. Déjà, ma mère m'interdit d'aller dans ça. C'est simple, tu vois. Ma mère me dit... On va bosser non, elle m'interdit le salariat, tu vois. Ah, voilà. Elle m'interdit ça. Elle me dit, écoute, t'as pas fait tout ça pour être... truc, fais un petit projet. Elle dit, au pire, arrête tes trucs de... Parce qu'ils y connaissaient rien en start-up, tu vois. Tes trucs de start-up, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Va faire un petit projet. T'es ingénieur, fait bureau d'études. Ils s'inventent des trucs, tu vois. Mais elle me dit, regarde, t'es français, tu peux... Et c'est un moment hyper dur. Là, on en rigole, tu vois. Mais, tu vois, sans ma femme, du coup, mes amis, les trucs, c'est dur parce que t'es un peu... t'es tout bas, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un entretien avec un fonds. Et ça se passe hyper bien, les trucs. Et bon, ils me disent, nous, on est chaud pour te prendre, viens à Londres, etc.
C'était quel fonds? Bon, on s'en fout, tu vois. Mais c'était un beau fonds. Un fonds de private equity? Ouais, un fonds de VC. Ah, de VC. Ouais. Et tu vois, je dors sur ça, et mec, je dors mal. Je te promets. Vraiment, je dors mal. Vraiment, je me souviens très bien, c'était un mardi soir. Je dis, mec, je suis trop mal. Je me réveille le matin et je vois IF Entrepreneur First Ouais. qui me. Qui se lançait, non? C'était un peu Ouais, les c'était débuts, il y avait bah, quelques c'était juste cohortes. après, c'était juste après Tariq. Ouais, Tarek Dadi, Tariq Dadi. qui est passé sur le podcast juste Juste avant, avant, si vous n'avez pas exactement. encore C'était- écouté l'épisode. Exactement, super podcast. Et du coup, il m'appelle pour me dire, bon, ben, en fait, j'avais passé un entretien par hasard avec eux. Et c'est marrant parce que du coup, au moment où on arrête le projet, mon ancien fondateur veut aussi monter une boîte, on s'arrête, et il va faire IF. Et IF lui dit, bon, ben, est-ce que tu recommandes quelqu'un? Et il dit, ouais, mon ancien fondateur, il est bien. Il me contacte et c'est comme ça que je rentre chez Ouais. IF. Et tu sais, c'est à chaque fois des petits moments comme ça qui font la bascule. Et on peut dire sa chance, je sais pas, tu vois. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas juste IF, parce Ouais. que... Bah, IF, c'est un programme d'incubation qui... Entrepreneur First. Entrepreneur First. C'est un programme qui est intéressant parce que en fait, ça fait rassembler une cinquantaine d'entrepreneurs, chercheurs, businessmen, des gens qui ont de l'expérience, des jeunes diplômés, etc. Et en fait, tu as avec ces 50 personnes-là, ou je ne sais plus combien c'était, tu as 3 mois pour monter une boîte à deux. Tu trouves un de tes cofondateurs sur place et tu as 3 mois et en fait, tu es payé pendant les 3 mois pour monter ta boîte. Ça. C'est un bon modèle parce que du coup, ça te fait que tu penses pas à ça. Tu vois, bon, t'es pas payé, t'es payé assez pour subvenir à tes besoins et pas forcément réfléchir à ce problème financier pendant les 3 mois. Et en même temps, du coup, au bout de 3 mois, si le projet est pertinent, ils investissent dans ta boîte. Donc, en gros, si t'as un projet cool, t'as 6 mois où t'es tête dans le guidon et t'avances, tu vois. Et donc, pour toi, comment ça s'est passé? Donc, on te recommande IF. On regarde IF, je fais les entretiens, ça se passe bien. Et puis, on m'appelle pour me dire, bon, ok, t'es pris, viens IF. S'ils ne prennent pas toi, qui est-ce qu'ils vont prendre? Ouais, en vrai, c'était dur. Hein. C'était dur parce que j'avais... Je commençais, tu vois. Je commençais, j'avais fail une première boîte. Même si, tu sais, après coup, c'est hyper cool de raconter. J'ai fail, regarde, j'ai fail. Non, à ce moment-là, tu sais, maintenant, il y a un storytelling de waouh, j'ai fail, look. Non, c'est dur, tu vois. C'est dur, tu vois. Va le vivre. Va le vivre, tu vois. Et c'est pas si sexy que ça. Tu vois, en fait, tu fail. Moi aussi, je suis d'accord sur un truc. Tu fail, il faut savoir pourquoi tu as fail. C'est pas juste c'est cool d'avoir fail. Non, il faut bien comprendre et qu'est-ce que tu as appris, etc. Et du coup, IF me sélectionne, j'y vais. Et en fait, à ce moment-là, j'ai aucun doute sur le fait que je vais monter une boîte. Et c'est marrant parce que j'avais un de mes meilleurs potes avec qui on discutait. Il me disait, la prochaine, c'est la bonne. Tu vois, et je le savais. La vérité, il faut rester humble, tu vois. Mais comment ça, tu le savais? Tu le sentais? c'est pas que je sentais. Je savais que j'allais plus faire les mêmes erreurs. Que j'allais être pragmatique, que j'allais faire des choses qui me plaisent. Tu vois, moi, ce qui me plaisait, c'était les sujets d'IA, c'était aller voir des grands groupes, répondre à des problématiques complexes pour des grands groupes. Ce que j'avais vu en VC, c'était hyper pertinent. Je voyais beaucoup de métiers qui se transformaient, notamment tout ce qui allait être autour des sinistres, tout ce qui allait être autour de la gestion des process, des opérations. Il y avait l'économie du partage qui explosait, etc. Donc je me disais, moi, à côté, j'ai l'X où ça me permet de continuer de rester sur l'état de l'art de l'IA et je voyais que ça a évolué hyper vite. Je me disais, il n'y a pas un monde dans lequel ces technologies-là n'allaient pas venir bouleverser, impacter la manière avec laquelle on bossait, tu vois. Et donc, tout en étant humble, du coup, en allant vraiment aller voir des clients, pas des clients, mais des experts, etc., tu itères. Comment donc vous trouvez l'idée? Mais en fait, du coup, je rencontre Faisal Slaoui enfin, on se rencontre à IF, mais on est plein de potes en commun. Tu connais Maroc. Maroc, plus dans le même âge, truc. Parce que, donc Monk, c'est une boîte qui est fondée par deux fondateurs marocains. Exactement. Faisal Slaoui. Et en fait, on commence avec cette idée plutôt de dire, on va essayer, grâce à de l'IA, d'automatiser un petit peu les sinistres, la gestion des opérations pour l'économie du partage. À peu près, c'était ça. Ça voulait tout et rien dire. Mais on savait qu'est-ce qui était state of the art, donc qu'est-ce qui pouvait être appliqué
à la vraie vie. Et tu vois, je te raconte la vraie histoire. C'est pas l'histoire storytelling. J'ai eu un accident et j'aurais eu besoin. Non, non, je te raconte la vraie histoire. Pragmatique, on voulait amener de l'IA. Et là aussi, c'était encore naïf parce que l'économie du partage, ça veut tout et rien dire. L'économie du partage sur le bon coin, etc. Probablement, on avait surestimé ce que c'était ce marché à ce moment-là. Donc, on va voir, on fait une centaine de discover. Et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez monter un business, la seule réalité, c'est d'aller parler aux gens. Tu vois. Parler aux gens, parler. Et tu sais, il y a une expression en arabe, c'est « Kundamaksrek », tu vois. Il faut... Fais-toi petit. Non, mais il faut que il faut... C'est un peu cette question d'être un peu humble, d'avoir beaucoup d'humilité. Juste écoute, parle et écoute, laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Du coup, nous, on faisait une centaine de Customer Discovery. Et plus on avançait, plus les gens nous disaient, mais en fait, nous, ce qui nous pose vraiment problème, c'est plutôt dans le sinistre, les inspections auto, trucs. Nous, on ne connaît pas le marché auto. Tu vois. On n'a pas une connaissance. Tiens, on avait pareil, 25, 26 ans. À peine si on a le permis, tu vois. Et on vit à Paris depuis X temps. Donc, tu ne conduis pas du tout. Je ne conduis pas du tout. Et je n'ai pas toutes les nuances de l'inspection de la chaîne de valeur auto et tout. Et du coup, toujours dans cette approche un peu Discovery, j'envoie un message LinkedIn au CEO de Drivey. Donc, Drivey, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'équivalent d'Airbnb dans la voiture en Europe, qui a été racheté par GetAround. Et j'envoie un LinkedIn au CEO de Drivey pour lui dire, écoute, moi, j'ai un projet. On veut inspecter les voitures. On veut inspecter les voitures. Nous, l'idée à la base, c'était on veut inspecter tous les objets possibles, etc. Et il me renvoie vers son COO, Pierre Béret. Et ce qui est ouf, c'est que tout le monde était hyper excité par ce qu'on faisait. Parce qu'on voulait faire. Sauf Pierre Béret, qui nous envoie un message pour nous dire « Bon, guys, c'est bien ce que vous voulez faire, mais moi, j'ai déjà testé ce truc-là. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. » Et moi, mec, surfroide. Vraiment, énorme douche froide. Mais tout le monde nous disait « C'est incroyable, faites ça. » En gros, pour te donner le contexte, sans rentrer dans les détails, au moment où on se lance, il y a quelques solutions hardware. Donc, en gros, c'était des portiques dans lesquels les voitures passaient. Il y a quelques solutions très verticalisées, mais il n'y avait pas un truc que nous, ce qu'on voulait faire. Donc, pour ceux qui nous écoutent, Monk, c'est une solution qui inspecte automatiquement les voitures. Donc, en gros, tu as ton téléphone, tu prends des photos, des vidéos d'une voiture, et nous, on va détecter, classifier les dommages extérieurs sur le véhicule. Que l'œil humain peut voir. Tu vois. Et du coup, Pierre Béret nous dit, venez nous voir chez Drivey, on y va. Et mec, on est préparé comme des ouf. Et il nous dit, écoutez, moi j'ai testé 5-6 solutions sur ce marché, ça marche pas. Et il nous dit, mais non, on n'a pas grand-chose à ce moment-là, tu vois. On n'a pas une solution développée. Et vous testez le marché, quoi. On teste le marché. Par contre, on a des petits trucs. Et on lui dit, écoute, nous, on va être transparent avec toi. On commence. Il nous faut de la data. On est humble. On pense qu'on peut vraiment faire un truc stylé. Il y a des nouveaux algos qui viennent de sortir. On va essayer de les customiser pour ton cas d'usage. Tu sais, il y avait Masker CNL, c'est des algos de Facebook, etc. On va tenter. Tu as notre parole que si tu nous payes un POC, un pilote, dans 6 mois, tu auras l'état de l'art. C'est notre parole que nous, on va faire que ça pendant 6 mois. Et dans 6 mois, tu pourras vraiment mettre une croix sur ce sujet où finalement... tu auras réussi à faire un truc super pour ta boîte. Exactement. Et tu seras en avance. Et bien évidemment, après, tu as des sujets d'exclusivité, de first mover. Et c'est là où on reparlait d'écosystème. Drivey est une des premières belles boîtes françaises. Et je ressentais beaucoup, moi, ce côté give back. De la part des fondateurs, de la part des CEO. En fait, Drivey avait été porté par l'écosystème français. Et il y avait ce côté-là, je give back. Bon, c'est un petit truc. On va aider ces deux gamins qui veulent monter leur boîte. Et ce qui est ouf, c'est que Pierre, à ce moment-là, nous dit un truc de ouf. Je ne sais même pas si c'est drôle de le dire. Il nous dit, la boîte n'est pas encore créée. Hein. Il nous dit, ah mais allez, arrêtez de faire votre truc, venez bosser chez nous au pire, etc. On a plein de projets stylés. Il dit, par contre, si ça marche, on rachète la boîte. T'imagines ? On commence le projet, on n'a même pas la boîte n'est même pas immatriculée, tu vois. Ouais. Et il nous dit, si ça marche, je rachète. Après, tu as des discussions monstrueuses de exclusivité, etc., rachat. Bien sûr, c'était pas d'actualité, tu vois. Mais tu sais, à ce moment-là, qu'il y a un truc à faire. Tu sais que tu es en train de toucher un point sensible de l'écosystème. Et c'est ça, finalement, la vraie preuve pas du product market fit, parce que ton produit n'est pas encore mature,
mais d'un potentiel product market fit. Tu vois. Si tu ressens pas ça, si tu ressens pas un truc où il y a un vrai besoin, il y a un... Il n'y a pas un moment où, avec Faisal, vous êtes dans l'ascenseur et vous sortez et vous explosez de joie? Ouais, c'est incroyable. Ce moment-là, je pense que c'est un des... ça. c'est lui qui a dû te le raconter. Mec, on sort. Oh là, heureusement qu'il n'y a pas de caméra. Mec, on sort. Et il nous dit, OK, go pour un pilote. Et nous, c'est le premier pilote qu'on signe, tu vois. Et on sort et on commence à danser dans l'ascenseur et on part en fou rire. On n'y croit pas, tu vois. Et tu sais, on sort de trucs, on reste très en mode il se passe rien. Et le truc où on s'insère, et mec, on commence on est comme des oufs. Et voilà. Donc, et c'est comme ça que réellement, je pense que c'est le vrai début de Monk. C'est à ce moment-là où il y a un client où on ressent ce besoin-là. Et donc là, on part sur du coup la création de la boîte. IF nous prend pas. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est ouf. Donc, vous vous attendez quand même de valider un besoin marché avant même d'incorporer la boîte. Ouais. Y a pas de... Tu vois, pour moi, la dernière chose que tu vas faire, c'est ces trucs admin, tu vois. Le plus important, c'est être confiant sur ton marché, être confiant sur ta capacité à résoudre le problème que tu as envie de résoudre. Tu as forcément un peu de fake it, until you make it, mais tu dois avoir des bonnes intuitions. Et une fois que tu as des... Après, tu peux pas être sûr à 100%. Tu prends ton risque aussi, tu vois. Mais tu minimises le risque. Tu minimises le risque. En fait, de toute manière, lancer une boîte, c'est tellement risqué qu'il faut que tu prennes autant que possible, il faut que tu aies des points qui te dérisquent un petit peu, tu vois. Et donc, voilà. Nous, à ce moment-là, on sait qu'il y a un besoin marché. Et ce qui se passe, c'est que dans le business de l'automobile, nous, on n'était pas forcément auto à la base, mais in fine, c'était quoi? C'était des milliards d'inspections qui se faisaient chaque année. Et à 99,9%, c'était des inspections manuelles, qui du coup généraient de la friction, des coûts élevés, du temps, etc. Parce que du coup, vous êtes que sur l'occasion. Exactement. Aujourd'hui, on est que sur le marché de la voiture d'occasion. Et ça te montre à quel point le fait d'être très focus fait que tu peux vraiment gagner un marché. C'est un des points dont on discutait, tu vois. Je suis convaincu que ce qui fait que les boîtes marchent bien, c'est être focus. Vraiment, vraiment, vraiment focus. Même si le marché n'est pas forcément énorme, il vaut mieux être le meilleur dans ton marché, développer un bête de produit, bien le verticaliser, gagner une défensibilité. Personne ne va venir attaquer un marché s'il est trop pénétré, tu vois, par quelqu'un. Et donc, moi, depuis le début, on est hyper clair. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est allé aussi vite. On a toujours eu ce focus-là de business, produit, people, tu vois. Si tu arrives à avoir ce focus-là, business, produit, people, le reste, tu t'en fous. Qu'est-ce que t'en as à foutre de la fiche de paye, du contrat de je sais pas quoi. Oui, au pire, tu fais des erreurs, tu vois. Au pire, il se passe quoi? T'as fait des erreurs. Qu'est-ce que tu me disais? Tu me disais, focus-toi sur ça. Et sur les autres sujets administratifs, prends une équipe qui s'en occupe. Prends une équipe, tu t'en fous. Vraiment, moi, il y a des... Les entrepreneurs qui te disent, moi, la paye. Mais moi, il y a des entrepreneurs, mais qui commencent, tu vois, c'est normal. Et moi, j'essaie de give back, de pas mal l'aider, etc. Et on dit, Aboud, dis-moi, t'as pris quoi comme truc fiscal, je sais pas, social, le 2.1? Je crois, j'ai aucune idée. Mais vraiment, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de tous les sujets, compta, fiscal, social, truc. Je regarde, parce que t'es le responsable, in fine, tu vois, c'est toi qui es le mandataire social de la boîte, donc c'est toi qui signe à la fin. Donc prends des gens qui gèrent mieux que ça. Bah oui. Et surtout, t'as pas de valeur ajoutée. C'est quoi ta valeur ajoutée à passer du temps sur ça? Moi, ma question était toujours simple. Est-ce que c'est lié au business, produit, people? Oui, non. Non, c'est pas mon sujet. Je passe par des cabinets, je passe par des office managers, j'en sais rien, mais je vais pas passer du temps sur ça, tu vois. C'est comme aujourd'hui, on est dans un studio de podcast, je me suis pas amusé à venir 4 heures avant à monter le studio. Absolument, c'est ça, tu vois. On est là, toi, ton sujet, c'est quoi? C'est d'attirer les bonnes personnes pour venir faire ton podcast, d'avoir un bon échange, etc. Mais ta valeur ajoutée, c'est pas le montage, c'est pas... Non, ta valeur ajoutée, c'est d'avoir un bon podcast. C'est exactement pareil pour toi. C'est exactement pareil pour moi et pour toutes les boîtes. Si tu es une PME, je dis pas. Si tu es une PME, que tu es dans un mood un peu je fais attention aux coûts, etc., etc., là, tu es obligé d'optimiser toute ta chaîne de valeur, c'est normal. Mais si tu es dans un business VC-backed, donc VC-backed, pour les gens qui nous écoutent, c'est une startup qui va aller se financer auprès de VC, qui va rentrer dans une course, etc., etc., bah, ta valeur ajoutée, elle est que dans la création de valeur. Personne va venir un jour te dire « Putain, cette boîte, elle est top. Ils ont un système de paye excellent, et ils ont les tickets resto comme il faut, et ils ont les contrats comme il faut, et ils ont... »
Ah non, tu vois. T'as une anecdote sur les tickets Ouais, resto. je raconte, tu vois. Tu m'as cherché. Ouais, bon, je raconte, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, bon, up and down, Monk, bah, c'est normal, la boîte allait vite, mais de l'extérieur, on se rend pas compte, mais nous, en interne, c'est la guerre, tu vois. Il y a des clients qui... En plus, tu passes par le Covid. Hein. Tu passes par le Covid. Personnellement, c'est une période hyper dure parce que, bon, Ouais. sans faire une thérapie ici, mais tu vois, à ce moment-là, moi, je perds mon père Ouais. en septembre 2020. Et c'est de loin, bien sûr, de très loin, le moment le plus dur de ma vie. Tu vois. Heureusement, pareil. Tu vois. C'est là où tu vois l'écosystème qui aussi entoure l'entrepreneur est hyper important. Tu vois. Heureusement, là, il y a ma femme, ma famille, mes meilleurs amis, tout le monde m'entoure, mes collègues, mes investisseurs. Tout le monde est hyper, méga bienveillant. Vraiment. Et donc, période très, très, très dure. Je reviens après. Et pour revenir sur Monk, t'es à un niveau où nous, on venait de lever avec Iris Capital, JD. Julien David Nitlech, qui est super d'ailleurs, vraiment. Pour ceux qui veulent lever des fonds, faut aller... Pour ceux qui veulent lever des fonds, qui ont une boîte plutôt tech, deep tech, c'est à lui qu'il faut aller parler. Il est vraiment super. Et d'ailleurs, Allez chez One Rack Time, ah c'est ouais, le fond dans lequel je aussi, bien travaille. sûr, bien sûr. Mais moi, tu vois, et en fait, tu sais, pour revenir à l'anecdote de JD, comment je rencontre JD, il vient nous donner un cours de négociation à l'X. Et c'est comme ça que je le rencontre. Et du coup, le jour où Drivey négocie avec nous, la première personne à qui je parle, c'est JD, je l'appelle. J'ai besoin de ton aide, etc. Et il m'aide à négocier ce deal-là avec Drivey en se disant, bon, ben, ça a l'air galère son histoire. Si un jour ça marche, je lui reparlerai. Et, euh, et du coup, ça marche. On fait une petite levée de fonds de 300 000 pour avancer. Avec Friends and Family. Enfin, en fait, c'était les BA, c'est des 800 000 Ah de ouais. base. J'avais une dette envers eux. Même si j'avais pas pris, j'avais rien fait de mal. Certains avaient mal pris le fait que j'arrête. D'autres avaient trouvé ça mature. Tu vois, j'avais un de mes BA qui est... Vraiment, c'est vraiment un de mes mentors qui s'appelle Patrick Sayer, que j'ai Qui est rencontré. investisseur chez nous aussi. Ah, voilà, bah voilà, tu vois. C'est un vieux, c'est vraiment un vrai, c'est un vrai sage. Bah, on l'appelle le sage Bah, tu en vois, interne. tu vois. Ancien Et CEO de Raseo, aujourd'hui au tribunal de commerce de Paris, exactement. président. Et beaucoup de, tu sais, beaucoup de bienveillance, en même temps, de bon business sense. Faut pas confondre bienveillance et de la candeur, tu vois. Il y a de la bienveillance, il y a en même temps du pragmatisme. Et du coup, lui, il me dit à ce moment, il me dit, c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un refuser un chèque, tu vois, de la levée de fonds de première initiale. Bref, et du coup, pour revenir à l'histoire de JD, ce qui est hyper drôle, c'est que du coup, il m'aide. 6 mois après, son analyste, par hasard, nous contacte. Elle nous contacte, on va voir JD, et JD me reconnaît, me dit, mais attends, on s'est pas parlé, toi? Et on se raconte. Et du coup, on a négocié, lui et moi, une levée de fonds. Et ce qui est hyper dur, c'est que tu dis, mec, si je dois négocier avec quelqu'un, c'est toi que j'appelle pour m'aider. Donc, comment on va négocier aujourd'hui, tu vois? Comment? Et voilà. Et du coup, JD m'aide tout le long. Euh, et pourquoi on parle de ça? Ah oui, des tickets resto. Ça va être le bordel ton podcast. Non, ça va être génial. Je pense que moi, j'adore en tout cas. Et du coup, les tickets resto, bon, c'est une petite histoire, anecdote bête, mais c'est le rush. Il y a ce Covid-là, et je pense que tous les entrepreneurs ont connu ça. Un peu ce moment un peu hybride slash bâtard. Il y a des gens qui sont au bureau, d'autres qui sont complètement déconnectés, d'autres qui sont dans le mal, d'autres. Et c'était un moment dur. Sauf que pour Monk, c'était un moment, on va appeler ça pré-product market fit, tu vois. Où on avait des clients, c'était le début, mais tu n'avais pas encore explosé. Et il fallait qu'on unlock des capacités product pures ou au moins adapter notre produit aux besoins clients. Et moi, à ce moment-là, avec les soirées qu'on faisait à Agoranov, ça finissait ultra tard, tu vois. Avec mes collègues. Dans ton incubateur. Dans mon incubateur, tu vois, avec Stan, Nico, Antoine, etc. Mais on restait jusqu'à pas d'heure. Et on avait un rythme effréné pour répondre à un client qui aujourd'hui est toujours aujourd'hui notre plus gros client, qui nous disait, vous n'y êtes pas encore. Mais c'est une pression de malade. Et s'il nous lâche, la vérité, c'est chaud. On peut y arriver quand même. C'est jamais la fin du monde. Mais tu as besoin de ce client, tu vois. Et je sens qu'il y a une déconnexion entre nous, ce qu'on vit à Agoranov, tu vois, et le reste une partie de la boîte qui est en remote. Et du coup, c'est normal parce que c'est hyper dur. Même pour nous, c'est nouveau. C'est surtout nous. Réussir à communiquer bien, à faire en sorte que tout le monde soit sur le même rythme, etc. Donc, j'essaie de faire des meetings et je fais un long meeting pour expliquer à tout le monde. Et tout le monde le comprend et ça se passe très bien.
Et tu as forcément une personne. Et ce moment-là, il est magique parce que moi, on est dans le rush. Et au bout d'une heure de meeting, il me dit, et dans tout le monde en plus, il me dit bon, on parle du sujet qui fâche. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le sujet qui fâche? De ouf, c'est le bon moment, vas-y. Et moi, je m'attendais à ce qu'il me dise le sujet qui fâche, on scale pas assez bien, l'API, le truc, genre, les entraînements, les datas qui sont pas assez clean, j'en sais rien, tu vois. Il me dit, on parle des tickets resto. Et moi, Waouh, Shelty. moi c'est mort, moi vraiment là, parce que je suis fatigué. Et il faut savoir regarder son câble, tu vois. Et je fais comment ça? Raconte-moi, vas-y, raconte-moi. Vas-y. Il me dit, bah, je comprends pas. Avant, c'était un montant fixe. Et il s'avérait qu'à ce moment-là, on avait changé de système. Genre, j'étais même pas au courant qu'on avait changé de On système. s'en fout des tickets resto. Et sachant, je vais te dire un truc, tout le monde chez Monk était actionnaire. Tout le monde avait des BSPCE, pas qu'un peu, était bien incentivé. Moi, je crois beaucoup à l'alignement des intérêts, tu vois. Et tu sais, c'est un peu toute la théorie des jeux, etc. Si tu comprends l'intérêt de l'autre et que tu l'alignes, tu gagnes. Si tu comprends pas, Win-win. Win-win. Et c'est con, c'est aussi con que ça. Il y a un deal pas équilibré et un deal qui va péter. Un deal équilibré et un deal qui va perdurer. C'est aussi... Et tu vois, c'est des phrases simples comme ça que Patrick Serre m'a appris. Il faut que les intérêts soient alignés. Toujours, 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 tu vois. Et si les intérêts ne sont pas alignés, ça marche plus. Donc moi, bien sûr, on poussait nos collègues à avoir le maximum. On faisait un peu des trade-offs, etc. Et même, je vais te dire une histoire de ouf. Et c'est là où tu vois qu'il y a notre premier collègue, qui s'appelle Ruben, c'était un des meilleurs potes de Faisal à Superlec, à Sora Superlec. On lui donne un trade-off, et mec, c'est ouf cette histoire. Et on lui dit, en gros, on leur disait, prends des BSPCE et ce salaire, ou ce salaire et ces BSPCE. Bon, c'est faire, tu vois. Et Ruben était tellement à fond dans la boîte, il me disait la vérité, moi je veux le maximum de BSPCE, mais donnez-moi le minimum de salaire, même baisser, parce que j'ai trop peur, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Ok. Et t'imagines Ah le ouais, mec, et je lui dis, hyper skin in the game. et je lui dis, mais tu te rends compte, hein. En fait, là c'est pas la théorie des jeux. Là c'est... En fait, lui, il avait compris qu'il fallait aligner les intérêts. Et du coup, forcément, nous, on est... Ben, tu vois, c'est pas bien. Je le dis à tout le monde, il faut négocier, il faut savoir... Tout le monde n'est pas aussi... tout le monde n'aligne pas les intérêts aussi bien que nous, ce qu'on a essayé de faire. Je pense, humblement, on a vraiment essayé d'aligner les intérêts. Et du coup, à ce moment-là, je lui dis, écoute, si tu vas aller bosser chez McDo, dans des grands groupes, etc., pour aller chercher ton ticket resto, faire. Ici, c'est pas le bon endroit. C'est juste ça. Ici, en toute humilité, on bosse. On bosse. On bosse, c'est hyper cool. On laisse autant de liberté que tu veux. Tu veux prendre des semaines de vacances, prends-les, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, j'en ai rien à foutre. Tu veux prendre des vacances et t'as bien managé pour que les gens puissent bosser même si t'es pas là, prends-les. T'as pas envie de venir le matin, viens. Je m'en fous. Mais vraiment, je m'en fous. Tu vois. Maintenant, c'est plus le cas parce qu'on a grandi, il faut scaler, il y a des process et tout. Mais t'es 10-15 personnes. Que des gamins. En plus, on va en parler, mais ces histoires de BSPCE, j'imagine qu'ils ont bien servi, in fine. Ouais, in fine, tu vois, il y a eu une acquisition et tout le monde est sorti par le haut, tu vois. Comment ça s'est fait, cette acquisition? En gros, du coup, on monte en 2019. Parce qu'en moins de 3 ans, vous faites racheter par ACV Auctions, qui est un groupe américain. Ouais, c'est ouf. Tu côté sais, au Nasdaq. C'est hyper rapide. C'est assez ouf. Je pense qu'on revient un peu au point de départ qui est le focus. Nous, c'est hyper focus sur la partie valeur ajoutée. Donc, notre partie AI, vraiment, on ne faisait que ce qui avait de la valeur ajoutée. Donc, récupérer des images et renvoyer une inspection. On n'a pas tout développé, toute l'infra, tous les trucs complexes, un produit end-to-end, etc. Et ça nous a servi parce que, de toute manière, en startup, ton grand enjeu, ça va être la priorisation. Tu vois. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, tu vois. Et donc, nous, on est en 2021. On commence à sentir le product market fit. On a quelques clients, ça tourne. On fait du MRR. Du revenu récurrent, avec des beaux comptes. Tu vois, Autobis, qui est une des filiales de Stellantis. On commence à bosser un petit peu avec Toyota. On bosse avec le leader de la logistique. Parce que vos clients, c'est autant des OEMs, donc des constructeurs, que des acteurs de la voiture d'occasion. Pas trop assurance, plutôt logistique. Plutôt logistique. C'est des produits un peu différents. Et voilà. Et donc, bien évidemment, dans un sujet de croissance et d'aller encore plus vite et encore plus loin, tu as des sujets de financement qui viennent finalement en corollaire de tes besoins et de ton ambition. Donc, on commence à réfléchir à la série A. Et en fait, à ce moment-là de la série A, il faut une thèse. Pourquoi il faut aller lever? Et moi, à ce moment-là, on se dit,
le marché qu'il faut qu'on ait targeté, qui va justifier cette levée de fonds, c'est le marché US. Le plus grand marché au monde, et de très loin, c'est le marché US. D'ailleurs, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, vous avez un business, vous avez un produit, ben, il faut aller, et on reparlera du truc marocain, qu'est-ce qui va faire que le Maroc, un jour, peut devenir un grand hub de la tech. Il faut aller vite, vite aux US. C'est le grand marché, et aux US, en Europe, où tu veux, mais là où le marché est énorme, dans notre cas, le marché là où il est le plus important, où il est le plus consolidé, c'est les US. Champions League. Champions League. De toute manière, les startups, c'est la Champions League. Vraiment, il faut être dans un mindset de vouloir tout défoncer. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Les trucs bisounours, je sais pas quoi, j'y crois pas. Tu vois. Et il faut être bienveillant. C'est quoi? Il faut être hyper bienveillant. Il faut estimer que tous les gens autour de ta table sont intelligents, bossent bien, etc. Mais il faut quand même être agressif. Agressif dans le sens anglophone du terme, tu vois. Ouais. On va pas te l'offrir. Ce que tu essaies de faire à 10 personnes, c'est ce qu'un grand groupe va essayer de faire à 100. Tu vois, ils auront 100 personnes, plus de moyens, plus de ressources, plus de clients. Toi, tu es 10 et tu essaies de les battre. Donc, il faut être agressif. Il faut prendre des risques. Il faut être à la limite. Sinon, on va pas t'offrir ce truc. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'attend? Il y a quelqu'un qui t'attend. Ah, sympa, trop. Non, non, il faut aller bosser. Et il faut se faire mal. Tu vois. Et tu sais, tu n'auras jamais une boîte qui va cartonner, qui va réussir en ayant un rythme. Il faut un rythme sain. C'est-à-dire que moi, je pense, je te demande à n'importe lequel de nos collègues, je pense qu'ils ont vécu de très belles années chez Monk parce qu'on avait un rythme sain, mais c'est une question de mindset. Tu vois. Est-ce que tu es pragmatique? Est-ce que tu sais tirer quand il faut tirer, te reposer quand il faut se reposer? Et c'est pas c'est hyper sinusoïdal et c'est pas un long fleuve tranquille. Tu vois. Et pour revenir du coup aux US, on se dit qu'il faut aller aux US. On commence à un peu essayer de planter quelques drapeaux aux US pour du coup montrer au fond qu'on va. C'est ça finalement, la thèse d'investissement, ça va être ça. Mais vraiment, c'est complètement un hasard. On target les équivalents de nos clients européens. Et donc Antoine, qui est un de mes top collègues, il contacte les top potentiels clients, dont ACV Auction. Et on commence à échanger avec eux. Et là, fit exceptionnel. Vraiment. J'ai probablement le meilleur meeting que j'ai de ma vie avec Craig, le Chief Strat Officer d'ACV, où ce qui devait durer une demi-heure dure 3 heures. Et pendant ces 3 heures-là, ou je sais pas, 2-3 heures, on va parler quasiment de tout, sauf de business. Il va parler de ma vie, il va parler de sa vie, il va parler de ma vision. En fait, il y avait un fit naturel. Chose que tu trouvais pas, par exemple, en France, quand tu parles à des clients, genre en termes de... Si, tu le trouves aussi, mais avec des clients qui vont plutôt avoir le profil un peu entrepreneurial. Comme par exemple Autobiz. Moi, j'ai une relation incroyable avec Christophe, le fondateur et ancien CEO d'Autobiz, parce que du coup, c'était un entrepreneur et il y avait une relation de confiance et on se comprenait. Mais beaucoup moins. Il y a une relation, c'est comme ça, c'est à l'américain. Tu vois. Et à quel moment est-ce que, du coup, tu passes de discuter avec un potentiel client à discuter avec un potentiel acquéreur? En fait, ils te le font comprendre assez vite. Ils te disent, en fait, eux, ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient développé une sorte d'outil qui regardait en dessous de la voiture. Ils avaient un outil qui écoutait le moteur. Ils avaient 1000 inspecteurs qui sillonnaient les rues des États-Unis. Ils avaient une app complète. On revient à la value chain, tu vois. Ils avaient une app complète pour inspecter les voitures. Et il leur manquait finalement la partie computer vision, donc reconnaissance d'image, détection des dommages. Ouais, donc incroyable en termes et en même temps, timing parfait. Et en même temps, nous, il y avait, on avait déjà une preuve que ça marchait en Europe, avec des beaux clients que eux valorisaient, donc c'était Leontis, etc. Il y avait un bon timing. À ce moment-là, il y a aussi une sorte de consolidation, où des concurrents à eux aussi investissent massivement sur ce marché-là. Et nous, à ce moment-là, ils nous sous-entendent que c'est intéressant. Et une question arrive simple. Tu peux te dire, est-ce qu'il vaut mieux pas continuer l'aventure en standalone et finalement peut-être aller encore plus haut, encore plus loin, ou te dire, si je le fais pas moi, quelqu'un le fera. ACV, c'est une boîte tech qui a à peine 10 ans, qui a les ressources nécessaires pour développer un produit comme celui-là, qui peut potentiellement racheter un de tes concurrents et... c'est ce concurrent-là qui va... Pour rappeler, c'est une marketplace. C'est une marketplace. En fait, ACV, c'est une marketplace, du coup, qui met en relation des concessionnaires aux États-Unis pour racheter des voitures d'occasion. Et c'est une boîte qui fait plusieurs milliards de valo, plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, et qui a réussi à faire ça en 10 ans, ce qui est dingue. Waouh. Les US. Les US. Et je vais te dire, vous savez, c'est à Buffalo, dans l'État de New York, dans le nord, à la frontière canadienne. Où tu te retrouves de temps en temps. Moi, j'y vais une fois par trimestre et c'est super, parce que
l'exposition au marché US est unique. Est unique. Et donc, tu te dis, bah, en fait, si je les rejoins pas, si je les rejoins, on devient leader mondial. Mais si on fait les choses bien, qu'on récupère les données, qu'on train, qui nous ouvre la porte des US, on a tout pour être leader mondial. Si on le fait pas, c'est une autre course. Et dans cette autre course, et on revient au sujet un peu ADN dont on parlait, je pense qu'en standalone, tu es obligé de remonter à la chaîne de valeur. Tu es obligé de débattre un peu avec ACV, avec d'autres boîtes qui sont pas dans le même game que toi, qui sont des vraies boîtes d'inspection, avec des humains, avec des apps end-to-end, des intégrations ERP, des trucs hyper complexes. Et personnellement, on n'avait pas construit une équipe dont l'ADN, c'était ça. L'ADN de notre équipe, c'était des data scientists brillants, des personnes qui avaient une vision produit vraiment avancée. Tu vois, notre lead cofondateur Stan, lui, il avait vraiment cette vision de la produit, de ce focus, etc. Mais on n'avait pas, je pense, l'ADN pour faire une boîte d'inspection complète. Et donc, ne pas vendre à ce moment-là et aller lever. Et c'est là où c'est hyper important de maîtriser sa levée de fonds. Imagine, tu lèves à ce moment-là. Mais tu n'as pas ce qu'il faut pour aller faire la boîte d'inspection énorme, etc. Il se passe quoi? Tu es bloqué. Ouais. Tu as levé. Pas derrière. Allez, tu as levé 8, 10, on va donner les chiffres. Tu as levé 8, 10. À une valeur de quoi? 30, 40 millions. OK? Il se passe quoi après? Il fallait justifier ces 40 millions. À un moment donné, c'est pas que du papier. Il fallait les justifier. Donc, tu vas faire. En CA. Voilà. En chiffre d'affaires. Et personne ne va vouloir te racheter à ce moment-là, de toute façon. Parce que tu as une telle grosse valo que ton investisseur qui est rentré, lui, il va te bloquer. Il va dire, mais je suis rentré à 40. Donne-moi 80, 100, 120, suivant quand tu sors. Ou de toute façon, on est encore temps, on verra. Et va les justifier, ces 80, 100, 120. Et j'ai vu, et tu sais, ça, c'est vraiment une déformation professionnelle, parce que j'ai vu tellement de boîtes quand j'étais à la BPI. Nous, à la BPI, je travaille dans le fonds late stage. Donc, en gros, c'est les fonds série B, série C, où tu vas investir dans des boîtes 20, 30, 40, 50 millions. Et je voyais tellement de pépites, de belles boîtes, qui s'étaient tellement survalorisées autour d'avant, qu'elles n'arrivaient pas à venir lever. Elles avaient trop valorisé. Du coup, elles demandent une valorisation excessive parce que le fonds d'avant, il te dit, bah, je veux une valeur plus haute, je veux pas dans le round. Ouais, pour au moins faire un retour non réalisé on paper sur l'investissement. Mais, et de toute manière, on va attendre la dernière seconde. Donc, en fait, tu crées un cercle vicieux. Et c'est notre sujet avec Amine Mezour que tu as eu. Ouais. On en parle tout le temps. Mais tout le temps. Amine, petite parenthèse, c'est le mec à qui je dois tout. Tu vois, vraiment, on parle de chance, on reparlait de chance, etc. L'histoire, elle est dingue avec Amine. Amine, c'est un pote d'enfance. Et je dis aux gens, il faut toujours aider les autres. Et moi, Amine, ce que je lui dois, je pense qu'il ne se rend même pas compte, lui. Amine, si tu nous écoutes, ouais, là, t'es en train de. En plus, sa femme vient d'accoucher, donc je ne pense pas qu'il aura le temps de. Broc, ouais. Et en fait, c'est ouf. Amine, je le rencontre, c'est un pote d'enfance. On se croise par hasard sur un terrain de foot à Fès. Moi, je suis né, j'ai grandi à Fès. Tu as fait ton lycée à Polva. J'ai fait mon lycée à Polva, comme Amine. Et on se croise par hasard, bien après, sur un terrain de foot à Fès, mais par hasard, tu vois. Et on parle. Et moi, à l'époque, je suis au mines à Nancy. Et il me dit... Et on parle, et je lui dis, moi, je vais monter ma boîte, etc. Mais les papiers, trucs compliqués. Mais un jour, je vais monter ma boîte. Ouais. Il me dit, mec, c'est ouf, parce que l'X, il vient d'ouvrir un double diplôme avec Super-Héros. Attends, parle un peu plus fort. Ah, pardon. Et il me dit, l'X vient d'ouvrir un double diplôme avec Super-Héros. Vas-y, tente ta chance. Vas-y, je te mets en relation et démerde-toi. Après, c'est un dossier, oral, truc. T'en sais rien. Et depuis ce moment-là, il a tout fait un an avant moi. En fait, du coup, je rejoins le double diplôme un an après lui, 1 ou 2 ans après lui. Je monte en boîte 1 ou 2 ans après lui. Et histoire de dingue. Et je ne sais pas si j'ai le droit de raconter. Vas-y. Du coup, je dois faire une levée de fonds pour le premier projet. Et le seul, moi, j'ai pas de réseau. D'ailleurs, je le dis à tout le monde. La force du réseau, il n'y a rien. Il n'y a pas de réseau. C'est du bullshit. Les gens qui disent il faut un réseau, il faut je sais pas quoi. Il n'y a pas besoin de réseau. Il y a besoin de bons projets. Un bon projet, il se fait financer. Un mauvais projet, il se fait pas financer. Full stop. Il n'y a pas d'histoire de réseau. J'ai besoin de trucs. Ah, lui, il connaît tout le monde. Non. On s'en fout. Le réseau, tu le fais toi-même, tu vois. Et du coup, moi, j'ai un pote, Amine, ça va. J'ai un pote. Amine, un qui est dans l'écosystème. Mais bien. On point. Non, mais et probablement, allez, un des tout meilleurs entrepreneurs de notre génération. Tu vois. Je pense que c'est le meilleur, mais c'est un des tout meilleurs. Tu vois. Et Amine, il me dit, tu sais quoi? Moi, je peux pas prendre le risque sur tous mes BA. C'est normal, lui, il avait des business angels. Il me dit, je te fais une intro. Et si ça se passe bien, fair enough, je te fais le reste. Ok, très bien. Il me fait une intro, ça se passe très bien.
Et Amine, lui, était sur la Lilo, beaucoup de boulot. Il n'a pas le temps de m'écrire 30 messages. Il avait genre 30 BA. Il me dit, écoute, j'ai pas le temps. Du coup, rate ce qu'on fait. Tiens mon adresse mail de la Lilo. Il me donne son mot de passe. Il me donne tout. Il me donne la liste de ses investisseurs. Ah ouais. Et il me dit, putain, je sais même pas le temps, j'essaie de raconter ça. Et il me dit, fais des intros. Fais des intros à toi-même. Avec le compte d'Amine. Avec le compte d'Amine. Du coup, je tapais, bonjour, nana, je te présente Abou, mec hyper smart, trop bien, nana, il a le meilleur projet du Alors monde. que c'est toi, mais... Mais c'est moi, tu vois. et histoire de ouf, du coup, moi, il m'avait envoyé la liste de CBA. Et dans CBA, il y avait Michael Benabou, qui est un des fondateurs de VP. Mais aujourd'hui, Financière Saint-James. Et attends. Et moi, en fait, j'avais pas vu. Il y avait la liste des BA, le montant qu'ils avaient investi et la personne à contacter. Dans le cas de ce BA, tu vois. Donc, Xavier Niel, c'était Jean ou Alexis. Ouais. Michael Benabou, il a son équipe. Moi, j'ai pas vu cette liste-là, tu vois. Donc, tu les as contactés en direct? Bah, j'ai contacté en direct. J'ai écrit Hello, Michael. Et le mec, il est trop marrant. J'ai écrit Hello, Michael. Truc, je te présente à Boone. Et là, Amine Mbappé, il dit, mec, t'es un malade. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es ouf. Déjà, je te donne mon compte. Déjà, mais et je suis désolé. Et Michael, hyper sympa. Je l'ai jamais rencontré. Il me dit hyper sympa. Il dit, ah bah merci Amine. Je te mets en relation, je crois que c'était Clément. Il me dit, je te mets en relation avec Clément qui s'occupe, comme tu le sais, de mes investissements, etc. Et bon, pour la petite histoire, du coup, c'est grâce à Amine que j'ai une grande partie de mes BA. Et voilà. Et donc, c'était un peu ce truc de give back. Truc de give back qui est hyper important. Et voilà. Et donc, je sais plus où on était. On parlait d'ACV, de ton... Ouais, et donc, à ce moment-là, si tu veux, moi, je trouve que sur les sujets d'acquisition, de levée de fonds, de valo, etc., ça reste un art à respecter. Il faut jamais suivre les trucs très waouh, la licorne, waouh, la valo, c'est que du papier, tu vois. C'est que du papier. Des boîtes qui sont vraiment rachetées à un prix fair, juste, et qui valident un succès, il n'y en a pas des tonnes, tu vois. Et tout ça, plein de boîtes n'ont pas ce succès mérité à cause de mauvaises stratégies financières. Typiquement, tu sais, nous, au moment de levée de fonds avec Iris, j'allais dire ça reste en toi et moi, mais ça reste en toi et moi et tous ceux qui nous écoutent. Iris me met une valo pas ouf. Mais nous, on n'était pas forcément levée de fonds. C'est eux qui me contactent. JD, c'est un bête négociateur. Il t'a aidé au début. Il commence à une valo moyenne, pas mal, mais pas, tu sais, dans la range du fer, il est dans la limite, tu vois. Mais c'est faire. Et du coup, d'autres fonds me contactent. Mec, il y a un fonds, je te promets que c'est vrai. Il me dit, mets la valo que tu veux. Il me dit, mets la valo que tu veux. Stylo. Voilà, il me dit, mets-la. Vas-y, nous, on kiffe ton business. Et t'es bien le fond. Tu vois. Moi, je voulais travailler avec JD parce que JD, il avait déjà fait Shift, Exotech, etc. Il y avait super succès en France. Super succès en France. Il comprenait notre business, il comprenait le timing, il comprenait. Il y avait plein de sujets. Et j'aurais pu dire oui. Intuitivement, tu te dis, bah oui, va. Pourquoi, pour les gens qui nous comprennent, pourquoi il y a un sujet de valo? C'est que tu lèves 2 millions à une valo de 10, tu lâches 20%. Tu lèves 2 millions à une valo de 20, tu lâches 10% de ton capital. Donc, intuitivement, tu te dis, il vaut mieux avoir la plus grosse valo. La plus grosse valo. Parce que tu lâches moins d'equity, tu as moins de dilution. Sauf que c'est là où tout se joue. C'est qu'il y a un désalignement des intérêts. Tu mets une grosse valo de 20 millions. Qui va la repayer derrière? 40. Qui va la repayer? Et ton fonds qui a mis cette valo-là, il veut la récupérer. Et il te bloque. Et c'est normal. Et il a raison de te bloquer. Il y a un désalignement des intérêts. Et surtout que lui, le fonds, en vrai, il a 7, 8, 10 boîtes dans son portefeuille. Toi, tu as une vie. Mais c'est vrai, lui, il a 10 vies. Comme c'était un jeu, lui, il a 10 vies. Toi, tu as une vie. Et lui, son jeu, c'est que tu fasses la licorne. Ou rien. En étant très caricatural, etc., le jeu du fonds, et il faut que c'est un gestionnaire de portefeuille. Hein. C'est ça. Le jeu du fonds, c'est que une de ces boîtes fasse 1 milliard. Et qu'elle retourne 3 fois son fonds. Exactement. Et toi, ton jeu, aussi, c'est de faire 1 milliard. Mais en vrai, si tu fais 100, 200, 300, 400, et que ton business ne justifie pas d'aller au milliard. Ton business, ton ADN dans ta boîte, c'est pas le milliard. Ouais, mais en fait, si on va un peu plus en amont de la chaîne de valeur, lui, de base, il va pas investir dans toi si la boîte, elle vaut pas ça. Elle peut pas valoir ça. Exactement. C'est ça. Et donc, je dis toujours aux entrepreneurs, faites hyper gaffe à la valeur. Et pas dans le sens que vous croyez.
Pas dans le sens que vous croyez. Faites hyper gaffe à la valo surélevée. Parce qu'ensuite, il y a c'est toi qui prends le risque, c'est pas le VC. C'est toi qui prends le risque de la valo élevée. Alors que si tu crées une equity story qui est saine, nous, tu demandes à nos BA, ils sont tous très contents. Et moi, je suis très content. Ouais. Et tu sais, je disais une phrase conne. Il y avait des entrepreneurs qui me disaient t'as quand même été très sympa sur des BA, putain. T'aurais pu être un peu plus agressif, demander une plus haute valo et tout. Je dis il va se passer quoi? Donne-moi les scénarios. Il va se passer quoi? Dans 5 ans, la boîte a explosé. Et je suis en levée de fonds. Et je suis clé dans le business. Le fonds, il va me redonner de l'equity. Il veut que je reste. Il va me redonner pour aligner. Au pire, il se passe quoi? J'ai vendu ma boîte. J'ai vendu ma boîte, c'est-à-dire qu'on a un succès. Donc, tu crois vraiment que je vais regretter les quelques pourcents que j'ai lâchés au début? Si je les regrette, c'est que j'ai déjà réussi. C'est pas grave. Je passe de 0 à 1, là. Et ensuite, c'est sûr que je vais te dire, sur une prochaine boîte, oui, je vais être un peu plus difficile. Mais dans une première boîte, un premier succès, il faut créer le succès. Donc, il faut optimiser, il faut enlever les risques. Et un risque, c'est une grosse valeur. Et au pire, une nouvelle fois, si tu as trop lâché au début, soit un fonds te relèvera, soit au pire, tu regretteras les quelques pourcents et ça te fera marrer parce que de toute manière, tu as déjà réussi. Et de toi à moi, tu es déjà riche. Donc, on s'en fout. Tu vois, mais c'est vrai. Tu vois, il va se passer quoi? T'as lâché quelques pourcents. And so what? On va passer à une dernière partie de ce podcast. Je ne vois pas le temps passer avec toi. Hein. Merci, Maurice. Je dirais que tu as fait ça toute ta vie, alors c'est ton premier podcast. Ouais, c'est mon premier podcast. Mais je suis hyper bavard. Donc t'imagines ma famille, mes amis, tout comme quand ils vont écouter. J'espère que vous allez écouter jusqu'à la fin. On va passer à une dernière partie qui, moi, m'est chère et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast-là. C'est le Maroc. Ouais. Et c'est le développement de l'écosystème tech. C'est quoi un peu tes observations? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour qu'il y ait des super belles boîtes qui s'exportent? Alors, moi, je pense qu'il y a plein de trucs qui sont hyper bien. Il y a une vraie volonté. Et ça, c'est important, tu vois. Je pense que pendant longtemps, la startup a été vue comme un truc mignon, marrant, de Kilimini, comme ils disent, tu vois. Mais vraiment, tu vois. Et je suis convaincu que c'était vraiment vu comme un truc de Kilimini qui monte la boîte à Paris ou au Delaware ou je sais pas où. Ça devient un sujet sérieux. Et réalistiquement, c'est un sujet sérieux. Les plus grosses boîtes au monde aujourd'hui, c'est des boîtes tech. Et je trouve ça... À part Saudi Aramco. Ouais, voilà. Mais bon. les plus grosses Apple, nouvelles boîtes au monde, c'est des boîtes tech. Nvidia, Apple, toutes ces boîtes-là. Et ça crée de l'économie, ça crée de l'emploi. C'est un vrai enjeu. Et au Maroc, on a tout pour créer un bel écosystème, tu vois. On a vraiment tout pour créer un bel... Des talents de malade. On a des talents de ouf. Vraiment, on a des talents incroyables. Mais quand tu vas à Paris, quand tu vas dans les grandes écoles d'ingénieurs françaises, et tous ceux qui sont passés par là savent qu'une bonne partie de ces écoles d'ingénieurs sont remplies de Marocains. Et il y a un talent. Il y a des talents qui attendent que ça. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est probablement c'est le début. Il y a l'UM6P typiquement qui fait des choses excellentes. Mais vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aller voir. Il faut aller à Bungay, il faut aller à Rabat, à Casa. C'est incroyable ce qui se fait. On n'a rien à envier aux meilleures universités américaines. Exactement. Et il y a tout. Il y a les labos, les chercheurs, les talents, les financements. Il y a tout pour lancer une boîte. Il y a aussi maintenant des programmes qui vont se lancer comme Entrepreneur First. Il y a plein. D'ailleurs, là, il y a des programmes qui vont être lancés à l'UM6P là-dessus. Il y a plein de sujets qui manquent. Tu sais, pour un bel écosystème startup, tu as 3-4 grands sujets. Tu as les talents, on les a. Comme en France. En France, il y a les talents. Et c'était le diagnostic il y a 10-15 ans en France. Hein. C'était il y a des talents, mais il n'y a pas de grande boîte tech. Maintenant, il y a des boîtes tech. Donc, on a les talents qui n'ont rien à envier au reste du monde. Et en plus, avec une vraie loyauté, qui peuvent avoir une vraie loyauté, les gens ils disent « Ah, mais les Marocains, ils quittent le Maroc. » Moi, je pense que personne ne veut quitter son pays. En vrai. Et d'autant plus le Maroc, mais bah oui. Malade. Mec, c'est le meilleur pays du monde. Mais c'est vrai, tu vois. Pourquoi tu vas vouloir le quitter? Si t'es bien payé, que c'est faire, que t'es dans des bonnes conditions, que t'as une perspective professionnelle, pourquoi tu vas vouloir quitter ton pays? Encore plus le Maroc, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un sujet de talent qui est là et qu'il faut probablement former à ce sujet startup parce que c'est inconnu. Donc, il y a des talents bruts, mais il faut les diriger vers ces sujets startup. Il y a le financement, l'accompagnement. C'est là où il y a un peu de sujet, c'est que le financement, je pense qu'on est encore... il y a plein de financements, un peu d'initiatives, etc. Mais il faut un peu, je pense, encore probablement réguler un peu plus, donner les moyens administratifs aux entrepreneurs d'aller vite, que l'administratif ne soit pas un sujet. Et après, il y a des sujets, bien sûr, de
de devises, de trucs qui sont pas forcément évidents. Il faut incentiver les gens. Tu vois, en France, on incentive les gens. Des systèmes de BSPCE. Des systèmes de BSPCE, des systèmes de réinvestissement. Tu as du cash, t'es Tu revends ta défiscalisé. startup, tu peux T'as faire plein un de report sujets. d'imposition. C'est ça, tu vois. Et après, tu as une mentalité, un écosystème, des grands groupes qui doivent aider. Aujourd'hui, le Maroc est à une position géographique qui est top, même si la tech, c'est mondial, mais Non, mais géostratégiquement. c'est incroyable. Donc, tu as la porte vers l'Afrique, tu as la porte vers le Middle East, tu as la porte vers l'Europe et les États-Unis. Et il n'y a pas de sujet. T'es au Donc, carrefour. t'es au carrefour. Donc, je pense il y a aussi une question d'éducation, de dire aux gens que c'est possible. Et ça l'est. Moi, je suis C'est convaincu. pour ça qu'on est en train de faire ça aussi. Ouais, hein. moi, je suis convaincu que dans 5-10 ans, il y aura des boîtes énormes qui vont sortir du Maroc. Il n'y a pas de raison. Mais qui construisent pas pour le Maroc. Hein. C'est le ce qu'on est en train point de le dire, plus hein. important, et c'est qu'il faut penser International. international day one. Mais pas day 2, day 3. Non, non. Day one. C'est-à-dire que mon marché, c'est le marché mondial. Après, est-ce que c'est le marché américain? Est-ce que c'est le marché européen? Est-ce que c'est le marché... Par quoi on commence? On ne sait pas. Mais il n'y a pas un monde, je pense, où on va créer des énormes boîtes tech en étant focus. Et c'est factuel. C'est un magnifique pays, le Maroc, mais c'est un pays qui fait 125, 130 milliards de PIB. C'est pas assez pour créer des 30 énormes millions licornes, tu vois. d'habitants, 30 des millions problèmes de d'habitants, bancarisation. Il y a plein de sujets. Plein de sujets qui fait que je pense que c'est complexe sur ce marché local marocain de créer une licorne ou des énormes boîtes. Mais je pense que au contraire, avec la diaspora, avec tous les Marocains partout, tu as des vrais relais communautaires qui peuvent t'aider en ayant ta boîte au Maroc, avec tes employés au Maroc, etc., ta tech au Maroc, que tu peux distribuer aux États-Unis, au Canada. Et c'est un playbook à suivre. Et je pense que le Maroc commence à se rendre compte de cette opportunité-là. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Honnêtement, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je suis assez bullish, moi, sur le Maroc. Très bullish. Très Je bullish. suis très bullish. C'est le début. Ouais. C'est le début, mais il y a des vraies initiatives. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est des entrepreneurs. Peut-être que ça commencera je pense, par des entrepreneurs qui ont à la fois un bureau à Paris, à Londres, ou je ne sais pas où, et à Casa ou ailleurs. Peut-être ça commencera comme ça. Et in fine... Parce qu'il y a aussi cette peur de rentrer, de... Ouais, rentrer quoi, mec? Le monde, il est Ouais, globalisé aujourd'hui, tu vois. Le monde, il est globalisé. Le Maroc se développe à une vitesse énorme. Moi, j'y passe pas mal de temps, la vérité. Et j'essaie d'accompagner des startups. La vérité, ça évolue hyper vite. On n'est plus dans l'ancien monde où tout était Tu un rentres, peu t'es isolé. rentré. Tu rentres, non, c'est fini. Tu peux repartir quand tu veux. L'aéroport de, Ouais. l'aéroport de Casa, de Marrakech, tout va te permettre d'aller hyper vite. Et une nouvelle fois, l'enjeu, je pense, hein, il faut arrêter il faut avoir une schizophrénie entre là où tu développes et là où tu vends. Et tant qu'on n'a pas compris que c'est une schizophrénie à avoir, on n'y arrivera pas. Tu vois, moi, mes principaux compétiteurs que j'avais sur le marché américain, c'était 2 boîtes israéliennes et 2 boîtes indiennes. Et nous, on est à Paris. Tu te rends compte? C'est Parce qu'en qu'on gros, vendait tous aux US. on vend tous aux US. Et on joue des coudes. Et vous n'y êtes pas. Et tu prends l'avion quand il faut prendre l'avion. Et je prends l'avion quand il faut prendre l'avion. Et en fait, c'est là où il y a le marché. On se rend tous compte, à un moment donné, personne n'est plus intelligent que l'autre, que le marché à aller chercher, c'est le marché US. Et on y va tous. Forcément. Et c'est là où le timing aussi est important. On revient aussi du timing, tu vois. Au moment où moi, je commence la boîte, 2 boîtes en même temps, allez, quelques semaines après moi, lèvent 2, 3, 4 millions d'euros sur la même thématique que moi. Et le timing, je vais te dire, timing, t'as plein de trucs, t'as ton timing que tu comprends, et parfois t'as un peu de chance. Tu vois, parfois, regarde le Waldin, Eh bon, t'as tenté. t'as tenté, et je vais te raconter une histoire de ouf sur le timing, ça c'est incroyable. Le jour où on lève avec Iris, on signe une term sheet le 12 mars 2020, le 13, Covid. Covid. 13, c'est mon anniversaire, 13 mars. Macron, shutdown, tout truc. Énorme stress, truc. JD, hyper ferme. Mais ça se joue à rien. Bon, ça n'allait rien changer, je pense, parce que JD, on signe, il me dit, moi, je m'en fous, de toute façon, c'est sur du long terme, etc. Mais vraiment, ce timing-là de Covid, il aurait pu tuer notre boîte, parce que si j'avais pas lancé la levée de fonds avant ce truc de Covid, c'est dur, les investisseurs étaient hésitants, c'est compliqué. Nous, on avait déjà fait toute la partie avec JD, donc ils nous connaissaient, c'était bien, c'était clean, et ça se joue à quoi? 2 jours. C'est ouf. Pareil, ça c'est incroyable, ça c'est vraiment un délire. On close le deal avec ACV le 22 février 2022. C'est signé, c'est fini. Monk SaaS fait officiellement partie d'ACV Auction.
le 24 matin, Poutine attaque Non. l'Ukraine. Je te promets que c'est vrai. Poutine attaque l'Ukraine. On se dit, ah putain, c'est horrible ce qui se passe, etc. La semaine d'après, les marchés s'effondrent parce que taux d'intérêt, truc, il n'y a plus aucune acquisition qui se fait. Je te promets que c'est vrai. Et je sais pas si ACV l'aurait fait quand même fait Non, ou mais pas. là, tu as eu beaucoup d'étoiles qui se Toi, sont Agda alignées. Koualdine, mec, appelle ça. Moi, j'ai raconté cette histoire, après, je leur ai dit, appelez ça comme vous voulez, On tu va vois. appeler l'épisode Agda- Abou Laraki ou Agda- Date Oh, je Walidi. te jure que c'est vrai. Mais comment t'expliques ça? C'est incroyable, tu vois. Après, voilà, il faut tout faire pour être dans ces conditions-là. C'est-à-dire que c'est pas la chance au Date Walidi qui va faire que tu vas réussir, mais c'est ça qui va faire que ben, ça va unlock le. Mais il faut, bien sûr. Après, la chance sourit aux esprits bien préparés. Ouais, il faut. Chauffe, il n'y a pas de secret. Hein. Ouais. Il faut être prêt, il faut être agressif, il faut attendre l'opportunité. Et quand elle est là, il faut la saisir. Voilà. Et voilà. Et donc, pour revenir au sujet marocain, moi, je suis hyper bullish. Il y a plein de trucs à faire. Je pense que aujourd'hui, ce qui va être nécessaire, c'est que les grands groupes marocains jouent le rôle. Et tu vois, c'est en contradiction avec ce que je t'ai dit Ouais, parce que avant. les acheteurs, c'est pas forcément des grands groupes marocains. Ce que je pense, c'est que il faut des logos à un moment donné. Même si le système bancaire n'est pas exactement le même qu'en Europe, même si le système assurantiel n'est pas le même, même si les grands groupes ne sont pas exactement le même, il y a des similitudes. Il y a de la logistique. Il y a plein de choses qui sont similaires. Moi, mes compétiteurs israéliens et indiens, avant d'arriver en Europe ou aux États-Unis, Ils ont vendu. ils avaient un petit POC, quelque chose, hmm. localement. Mais c'est pas ça leur marché. Mais au moins, ils ont testé le marché. Ils ont testé le marché local, ils ont un logo, ils arrivent aux US, et ils disent, ah ben nous, on bosse déjà avec Avis de l'autre côté du monde, mais c'est le même business, tu sais. Ah, Avis, great, et voilà. Tu vois. Et je pense que les grands groupes doivent jouer leur rôle. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, je pense que les grands groupes, ils vont se rendre compte parce que les banques, etc., s'équipent aujourd'hui de logiciels, globalement. Et les logiciels, en général, ils viennent pas forcément du Maroc. Et ils vont les payer très cher, etc. Il y a un vrai avantage à aider l'écosystème marocain. Et finalement, tu vois, on parlait du marché africain. Il y a tout un écosystème marocain qui maintenant se dirige vers l'Afrique. Ça peut être la porte d'entrée. Tu bosses avec TJI, tu bosses avec je sais pas quelle banque, tu bosses avec l'OCP. Ben, on va aider du coup à distribuer, à exporter. Et c'est un vrai levier. Donc, je suis très optimiste, mais en même temps... Il y a des pistes d'amélioration. Mais énorme. Et je pense que les contraintes administratives doivent évoluer pour que ce soit plus un sujet. Tu vois. Moi, demain, je dois remonter une boîte, malgré toute ma bonne volonté, etc. La vérité... Je la monte pas au Maroc tout de suite. Pas forcément. Par contre, avoir des talents au Maroc, en espérant que je vais réussir à toujours, pareil, garder un lien d'incentive. Et tu montes une filiale marocaine. Une filiale marocaine, mais j'espère aussi avec... Tu vois, il y a un sujet de BSPCE, il y a un sujet de... Il y a tellement de sujets. Et une nouvelle fois, je pense juste que les Marocains doivent savoir que c'est possible. Et ensuite, l'accès à ce playbook dont on parlait de start-up, il est accessible en ligne. Tu vas voir des vidéos de Y Combinator, tu contactes et les gens te répondent. Tu vas contacter des gens en ligne sur LinkedIn. Moi, je te dis, tu vois, je vais te dire un truc. Je m'appelle Aboubakar Laraki. Est-ce que tu crois vraiment que c'est un truc easy en France? Vraiment, réalistiquement, est-ce que tu crois que c'est le truc facile pour aller... Et j'avais zéro réseau. T'écris un mec sur LinkedIn, j'ai un projet sympa. Un mec, une meuf sur LinkedIn, j'ai un projet sympa. Je veux ton aide. Il faut rester... tu vois, il faut rester... Je veux ton aide. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Les gens te répondent, les gens ils veulent aider. Est-ce que tu connais quelqu'un autour de toi qui veut pas aider? Tout le monde veut aider. Surtout sur des sujets qui passionnent. Moi, si un entrepreneur demain m'écrit, il me dit j'ai un projet, je veux bien échanger avec toi. Ah, tout de suite. Pourquoi je vais dire non? Dès que je peux, je vais le faire. Après, il y a des qualités à avoir, il faut être coachable, et c'est hyper important. Je pense qu'une des choses clés pour qu'un entrepreneur grandisse très vite, parce qu'une nouvelle fois, tu peux avoir 25 ans, mais on n'en a rien à foutre que tu aies 25 ans. Tu te bats face à des gens qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience. Donc, il n'y a pas une question d'âge ici. Du coup, il faut grandir très vite. Il faut que ta courbe d'apprentissage soit hyper rapide. Et donc, il faut être coachable et aller récupérer l'information là où tu peux la récupérer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Avec grand plaisir. On arrive à la fin du... C'était un plaisir. Là, je vois l'heure défiler, je me dis, bon, on peut faire 2 heures de plus. Peut-être juste pour, déjà incroyable, mais peut-être juste pour terminer le podcast,
comme on est aussi dans cette logique de Ouais. rencontrer d'autres personnes, à ton avis, qui est-ce que je devrais inviter sur le... Moi, je te dis, t'as déjà. Moi, pour moi, t'as rencontré meilleur, c'était Amin. Donc, Ouais. réinvite-le si tu veux. Amin Dans le est studio. dans le studio. Amin, et contactez-le. Il est brillant. Non, il y a plein d'entrepreneurs marocains qui sont top. Il y a des nouvelles boîtes qui commencent, qui cartonnent. Peut-être que c'est. Après, tu les rencontreras. Presti, Lesquels? notamment. Ouais, de Nabil Toumi, Nabil, Abdullah. Hamza Benis, Ouais. Abdallah et Saad qui ont une super boîte. Bon, je suis conflicté parce que je suis. C'est mes Investisseur. meilleurs. Ils font partie de mes meilleurs potes et je suis investisseur, donc je suis conflicté. Il y a plein de boîtes. Je pense que ça peut être intéressant d'échanger avec Ilan Benaim. Ouais. Bon, il est très marquant comme profil, etc. Mais c'est un des probablement le Marocain qui a le plus réussi dans la tech. C'est un des fondateurs de vente privée. Il est has drapeau, tu vois. Il a une bonne compréhension sur la finesse et les nuances et les complexités de l'écosystème marocain. Il aide beaucoup. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de l'avoir. Et sinon, est-ce que j'ai d'autres personnes en tête? Il y a une personne que j'ai en tête, et pour rester dans la thématique Paul Valéry. Lui, je pense qu'il est inconnu de l'écosystème, mais il est super. Et c'est un profil différent. Il s'appelle Mohamed Biez. Lui, c'est Chief Scientist Officer d'une boîte qui s'appelle Mindy, qui fait de l'intelligence artificielle pour lire automatiquement les factures et tout autre texte sur un papier. OCR. C'est de l'OCR, exactement. Ouais. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, là, on a parlé, j'ai essayé d'être transparent, mais j'ai forcément un discours un peu formaté et on était, tu vois. Non, comme... franchement. Bon, en tout cas, tu as forcément quand tu as été fondateur, CEO, etc. Tu sais pitcher, tu sais raconter des histoires. Tu racontes des histoires, forcément. C'est intéressant, je pense, d'avoir le son de cloche de quelqu'un qui va te raconter vraiment lui comment. Et aussi une autre vision d'entrepreneuriat. Pas forcément celui qui a été en front avec le client, etc., mais quelqu'un qui tient la baraque, tu vois. Il y a forcément... la tech, c'est lui. Exactement, la tech, le produit, etc. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas s'il voudra, je lui dirai. Oh, on lui demandera. Et en plus, c'est une belle boîte qui a déjà levé une dizaine de millions d'euros, qui est aux US, qui est en Europe, qui a fait Y Combinator. Donc, c'est une très belle boîte. Voilà. Ok, super. Bon, en tout cas, merci à toi, parce que même en venant, tu supportes cette initiative Ouais, c'est top. qui est plus grande que nous. Hein. L'idée, c'est vraiment de partager des parcours d'entrepreneurs marocains Exactement. dans le monde, Ouais. pour justement inspirer et créer cet écosystème marocain dont on parle. Du coup, juste petite dernière question avant de terminer. Peut-être un conseil aux entrepreneurs qui veulent se lancer? Again, le plus important, c'est focus client. Donc, allez parler aux clients, allez avoir leur retour. Focus client, focus produit, focus people, beaucoup. Faire en sorte que les gens soient bien. Et du coup, déléguer au maximum. Moi, une nouvelle fois, c'est ce que je te disais au début, j'avais la chance d'être bien accompagné. Bon, c'était mon frère, donc forcément, c'est facile. Zakaria Laraki. Et en fait, lui, il est expert comptable. Et moi, je lui fais confiance, je sais qu'il allait faire du bon boulot. Et juste, ça me permettait de ne pas réfléchir à tous les sujets, compta, trucs, que j'aime pas, et je n'ai pas de valeur ajoutée. Donc, moi, mon conseil, vraiment, c'est concentrez-vous sur un bon produit, un bon marché, faire en sorte que vos collègues soient heureux, épanouis dans votre boîte, et le reste, trouvez les bons accompagnants. Qui vont vous permettre de... Bon, quand c'est ton frère, c'est plus simple jusqu'à un certain niveau, parce qu'après, t'es conflicté et t'arrêtes, et ça devient trop gros, mais trouvez un bon accompagnement qui vous aide sur les différents cabinets, sur différents sujets, où c'est pas à valeur ajoutée, benchmarkez rapidement, passez 1 heure là-dessus, pas plus, appelez vos potes entrepreneurs, t'as pris qui, je prends lui, et voilà. Moi, c'est un vrai conseil qui fait que du coup, tu vas très vite. Tu vois, nous, on a commencé septembre 2019, on a vendu en février 2022, bon, c'est hyper rapide, mais en grande partie, c'est aussi beaucoup lié au fait qu'on était focus. Donc, merci beaucoup, Zakaria. C'est aussi grâce à toi, mon. Exactement. Et donc, juste peut-être pour terminer, quand cet épisode sortira, ce sera aussi ton anniversaire. Ça sort le 14 mars. Ça sort le 14. Donc, joyeux anniversaire. Merci. En avance. Ça te fait quel âge? 32. 32. Tu vois le Et merci beaucoup. Super, c'était trop bien. Et bravo pour ce que tu fais. Ça va cartonner. Merci à toi. Et si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, faites-le. J'adore ce moment du podcast où je fais le YouTuber. T'as raison. Abonnez-vous, appuyez sur le bouton s'abonner, mettez un j'aime si vous avez aimé. En tout cas, avec toi aujourd'hui, je pense que j'espère. On a plus que kiffé, tu vois. et puis merci beaucoup. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut. Yes.